Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal de 20 h. Au championnat d'Europe de natation à Budapest, Laure Manodou a confirmé un peu plus sa position de championne. Sur sa lancée, la Française a raflé 2 nouvelles médailles d'or en 200 mètres 4 nages et 100 mètres d'eau. Elle offre également le bronze au relais 4 fois 200 mètres nage libre. Journée noire pour la SNCF, elle doit gérer les très fortes perturbations occasionnées par le déraillement ce matin d'un train entre Nîmes et Montpellier. 2 ânes errants sont à l'origine de la collision. Les recherches ont été suspendues cet après-midi pour tenter de retrouver les 2 marins portés disparus après le naufrage de leur chalutier dans la Manche. Ce matin, 2 autres marins avaient pu être secourus. L'armée israélienne continue à affronter le Hezbollah dans de violents combats pour consolider ses positions au Liban Sud. Aujourd'hui, l'État hébreu a perdu 4 soldats et 7 civils. Bon cru pour les exportations de vin. Les ventes à l'étranger ont augmenté de 40% en valeur. Globalement, la profession retrouve des couleurs face aux concurrents du Nouveau Monde, l'Australie, les États-Unis ou le Chili. Bayonne en blanc et rouge. Les fêtes de Bayonne ont commencé hier soir. Un mélange de corrida, de carnaval et de folklore pour cette manifestation très populaire. À seulement 19 ans, Laure Manodou étoffe chaque jour un peu plus son palmarès sur sa lancée d'hier. Elle a donc décroché 2 nouvelles médailles d'or et offre même à la France une médaille de bronze. Et les championnats d'Europe de natation sont loin d'être terminés. Christophe Duchiron, Frédéric Basile. À 17 h tout juste passé, en un seul geste, tout est dit. 2e médaille d'or entre hier et aujourd'hui. Avec ses yeux bleus piscine et son plus beau sourire, Laure Manodou ajoute encore de l'eau à son immense moulin de victoire. En finale du 200 mètres 4 nages, Laure est au couloir 4 et en bonnet blanc. Ce n'est pas que ses adversaires ne lui arrivent pas à la cheville, mais dans cette course, aucune n'est à sa hauteur. Elle joue les gros bras comme son entraîneur très tranquille en tribune. 2 minutes 12 secondes et 69 centièmes d'effort, son premier titre de l'après-midi. Elle sort de l'eau une trentaine de minutes, le temps de s'y replonger à 17 h 35 pour la finale du 100 mètres d'eau. Cette fois, elle est au couloir numéro 6. Pour aller chercher son 2e succès, elle ne va pas y aller avec le dos de la cuillère. Derrière ses lunettes noires, Philippe Lucas est-il inquiet. Elle est 6e après 50 mètres, mais au terme d'une superbe dernière ligne droite, elle est première à l'arrivée. Que doivent penser ses adversaires face à un phénomène comme celui-là, qui sortit de l'eau signe des autographes et embrasse une copine de compétition qui vient la féliciter. Après, il y a la plus haute marche du podium qui l'attend. Et son père qui la filme au loin avec sa petite caméra. C'est déjà beaucoup de travail, c'est déjà beaucoup d'honneur, mais il reste le relais 4 fois 200 mètres avec les filles de l'équipe de France. Sous sa veste et sous la pluie qui tombe, Laure attend. Elle sera la dernière à partir et ne pourra pas faire de miracle. Les Allemandes sont premières et battent le record du monde. Les Françaises sont médailles de bronze. Laure, elle est fière, je crois qu'elle peut être fière de ce qu'elle fait. Nous, on est fiers, on est fiers d'une chose, c'est lui avoir permis, à une certaine époque, de la laisser faire ce qu'elle voulait, et notamment de nager. C'était sa passion, elle avait envie de nager. Bon, ce qu'elle a fait derrière, nous, on admire. On l'admire parce que c'est relativement exceptionnel. À 18 h 45, Laure Manodou est sur le podium avec ses copines. On voudrait se retenir, mais une fois encore, l'incroyable nageuse à faire sortir de la piscine et des dictionnaires une montagne de superlatifs. Il faudra attendre demain pour que le trafic redevienne totalement normal entre Nîmes et Montpellier. Depuis ce matin, la SNCF se bat pour gérer les conséquences de la collision entre 2 ânes et un TER. Durant la journée, 20 000 voyageurs ont dû être redirigés vers des cars ou d'autres moyens de transport. Léo Lamberton, Pascal Ponce. Logiquement, ce TGV venant de Paris aurait dû aller jusqu'à Perpignan. Mais aujourd'hui, comme pour tous les trains circulant dans le midi de la France, son terminus est à Nîmes et les passagers sont désorientés. Vous venez d'où, madame? De Paris. Vous allez où? À Béziers. Vous savez comment vous allez y aller? Non. Voilà, je sais pas encore. Je vais voir comment est-ce que je peux rejoindre Béziers, parce que je dois rejoindre ma copine à Béziers. Bon, voilà. Perdu, quoi. Un peu perdu, ouais, c'est vrai. Ouais. Si plus aucun train ne circule entre Nîmes et Montpellier, c'est parce que ce TER a déraillé ce matin à la hauteur de Vestric, dans le Gard. Il a heurté et tué 2 ânes qui erraient sur la voie. Aucun passager n'a été blessé, mais les dégâts sont importants. La voie a ripé et donc il va falloir procéder à des remplacements de traverses et de coupons de rails assez importants. Le problème, c'est que sur ce tronçon passent tous les trains venant de Paris à destination de Montpellier ou Perpignan et ceux circulant entre Bordeaux et Nice. 6 TGV ont dû être annulés et Gare de Lyon à Paris, la colère gronde. On n'a aucune indication
On nous dit d'un côté repassez demain, d'un autre côté attendez le train d'1h24. Franchement, c'est honteux. Vous deviez partir à quelle heure? 7h30 ce matin. Il est 11h moins 20 et on est toujours là. Montpellier, monsieur, vous mettez vos bagages en soute, s'il vous plaît. Pour transporter les voyageurs entre Nîmes et Montpellier, 50 bus ont été réquisitionnés par la SNCF. À Vestric, toute la journée, les ouvriers ont tenté de remettre en état le tronçon abîmé. Dès 21 h, les trains circuleront sur une voie, mais le trafic ne redeviendra normal que demain soir. Je vous le disais en titre, les secours ont stoppé leur recherche pour retrouver les 2 marins disparus après le naufrage d'un chalutier au nord de Barfleur dans la Manche. Ce matin, 2 autres marins ont pu être récupérés sains et saufs par des navires de pêche. Pour l'instant, on ne connaît pas les raisons de ce naufrage. Zidane Boudaoud, Zidane Berkous. La déesse des flots ne rentrera plus à bon port. À Cherbourg, l'emplacement du chalutier est vide depuis hier matin quand il a largué les amarres pour Barfleur et son gisement de moules. Pierre Letellier est sous le choc. Ce patron pêcheur est copain du patron porté disparu. Il connaissait bien l'équipage aussi. Pour lui, la météo n'est pas forcément seule en cause. C'est sûr que la météo n'était pas bonne. Cette nuit, il a fait mauvais temps, mais bon. Le problème qui se passe, c'est que les bateaux sont de plus en plus obligés d'aller à la mer parce qu'on a de plus en plus de mal à y arriver. Donc, on y voit un peu par tous les temps. C'est-à-dire qu'on prend de plus en plus de risques. Ah oui, ça c'est net. Le chalutier a coulé au large de Barfleur à 3 h ce matin. Les recherches sont arrêtées depuis 16 h. Il y a peu d'espoir de retrouver vivants les 2 marins portés disparus. Dès l'alerte donnée, plusieurs bâtiments de la marine et des hélicoptères ont fait route sur la zone du naufrage, mais les recherches sont donc restées vaines. Les mauvaises conditions météo pourraient expliquer l'accident. Une lame de mer, une grosse vague, aurait frappé le chalutier côté bâbord alors que les marins remontaient les filets à tribord. Le bateau s'est retourné et les marins sont tombés à l'eau. Ce chalutier s'est enfoncé par l'arrière. Les membres d'équipage, les 4 marins pêcheurs qui étaient à bord, ont été vraisemblablement éjectés. 2 des 4 marins ont été récupérés 1 heure après par d'autres chalutiers, mais ni Bernard Jean ni Fabrice Covin, le patron. Fabrice, tout le monde le connaît localement, hein. C'est un gars du pays, un gars du coin, et connaissant parfaitement son métier, et qui pratiquait la pêche au moule au niveau de la saison, comme c'est la campagne de moule, donc il travaillait au moule à Barfleur. En février dernier, Cherbourg avait déjà perdu 5 marins dans le naufrage du Klein Family, percuté par un cargo. Nouveau bilan sur la vague de chaleur qui a touché la France au mois de juillet. L'Institut de veille sanitaire parle aujourd'hui de 112 décès liés directement ou indirectement à ce phénomène de canicule. Le dispositif mis en place cet été a sans doute permis d'éviter le drame de 2003. Jean-François Firé, Jean-Louis Melin. Un plongeon dans la Méditerranée, on en avait bien besoin il y a encore une semaine, pendant l'épisode caniculaire le plus long qu'ait jamais connu la France. 26 jours par exemple dans les Bouches-du-Rhône. Aux 4 coins du territoire, on s'est hydraté, on a bu beaucoup d'eau, des gestes de prévention qui ont permis d'éviter la catastrophe de 2003. Les fortes chaleurs du mois dernier ont probablement fait 112 morts. Parmi eux, 66 personnes âgées, 26 personnes qui souffraient déjà d'une pathologie et 12 personnes décédées sur leur lieu de travail. Il n'y a pas eu d'explosion du nombre de décès. Et il n'y a pas eu non plus d'explosion du nombre de passages aux urgences ou du nombre de personnes traitées pour des pathologies liées à la chaleur, même si par endroits il y a eu des petites tensions, des augmentations qui ont été constatées en regard à la chaleur, mais il n'y a pas eu d'explosion. On va vous appeler tous les jours tant qu'il fera aussi chaud. 2003 a servi de leçon, notamment avec la mise en place dès 2004 d'un plan canicule. Mais juillet 2006 a surtout été beaucoup moins chaud qu'août 2003, jusqu'à 3 degrés de moins. Au Liban, aucun signe d'apaisement ce soir entre Israël et le Hezbollah. 4 soldats et 7 civils israéliens ont été tués, victimes des roquettes lancées aujourd'hui encore par les combattants chiites. Plus de 160 roquettes se sont abattues sur Israël et notamment sur les villes d'Acre et de Malo. Dans le même temps, l'État hébreu menace d'étendre ses bombardements à de nouveaux quartiers de la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. La population a été encouragée à quitter les lieux. Tsahal multiplie les incursions terrestres au Liban, comme vous allez le voir dans ce reportage aux côtés d'une unité des forces spéciales, quelque part à la frontière entre Israël et le Liban. Dorothée Olyric, Alon Grégo. Les jumelles à visée nocturne, les armes de poing, les mitrailleuses lourdes, les munitions, tout est vérifié avant le départ pour la mission de renseignement.
Cette unité de forces spéciales prépare son incursion en territoire libanais. Cette opération est extrêmement dangereuse et il y a de fortes possibilités d'avoir des pertes dans notre unité, des blessés ou des tués. L'aube est encore blafarde. L'unité a eu le temps de pénétrer le territoire ennemi sur une distance de 3 km. L'objectif de l'opération est de collecter le maximum de renseignements sur zone, c'est-à-dire repérer les mouvements éventuels de combattants du Hezbollah ou encore observer la présence de mines. Le commandant explique à ses hommes qu'il faut désormais opérer par petits groupes. Ils doivent dégager une sorte de no man's land où l'hypothétique force multinationale pourrait opérer. Pour l'heure, côté israélien, les roquettes Katyusha continuent de pleuvoir. Le Hezbollah vise les habitations civiles mais rate très souvent sa cible, ce qui limite généralement le nombre des victimes. Mais cet après-midi, en moins d'une heure, plus d'une centaine se sont abattues au nord d'Israël et elles ont tué. À chaque fois, elles provoquent la stupéfaction et la colère d'une population épuisée par la menace. Ils veulent nous tuer, eh bien ce chef du Hezbollah, ce Nasrallah, moi je vais le liquider. Les sirènes retentissent à nouveau. Les rares badauds fuient en direction des abris. Ils s'interrogent sur l'ampleur de l'élimination du Hezbollah, un peu vite annoncée par le gouvernement. Au 23e jour du conflit, quelques 10 000 militaires israéliens sont engagés dans les opérations. Un chiffre impressionnant, mais manifestement insuffisant pour neutraliser la menace du Hezbollah. Oui, il y a quelques instants, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a menacé de frapper Tel Aviv en cas de bombardement israélien sur Beyrouth. C'était lors d'une déclaration à la télévision. Alors on rejoint tout de suite notre correspondant en Israël, Charles Anderlin. Bonsoir Charles, on l'a vu, Israël a payé un lourd tribut aujourd'hui, une menace du chef du Hezbollah. Est-ce que tout cela va entamer la détermination de l'État hébreu ? Absolument pas, au contraire. Les Israéliens estiment, les dirigeants politiques, les chefs militaires, estiment qu'ils ont besoin de temps pour terminer cette guerre avec des acquis. Un acquis principal, repousser le Hezbollah hors du sud Liban, au moins jusqu'au fleuve, jusqu'à la rivière Litanie. C'est ça aujourd'hui l'objectif principal et les Israéliens espèrent que le Conseil de sécurité, les grandes puissances, ne décideront pas un cessez-le-feu avant que cette mission ne soit remplie. Un mot sur l'état d'esprit de la population israélienne. De plus en plus, elle se pose des questions qui se reflètent également dans la presse israélienne. Aujourd'hui, l'éditorialiste du grand quotidien Haaretz demandait à M. Olmert, au Premier ministre Olmert, de dire la vérité, d'arrêter de parler d'acquis au Liban et de confirmer que les frappes aériennes sont incapables d'arrêter les tirs de roquettes et de missiles sur Israël. Merci Charles, et j'ajoute qu'Israël continue son offensive sur Gaza. L'État hébreu veut ainsi faire cesser les tirs de roquettes sur le sud de son territoire. Aujourd'hui, 8 Palestiniens, dont un enfant, ont été tués. Au moins 160 personnes sont mortes depuis plus d'un mois. Israël qui continue à imposer un blocus total du Liban. Une nouvelle fois, l'État hébreu a repoussé l'autorisation d'acheminer par bateau le fioul et le mazout nécessaires au fonctionnement des deux principales centrales électriques. Conséquence de ce blocus et des bombardements, l'économie libanaise est paralysée. Au sud, plus rien ne fonctionne. Au nord, seules quelques entreprises parviennent à s'adapter et le tourisme a totalement disparu. Voyez ce reportage de Thierry Curté et Patrice Acheret. Plus 49%. Le tourisme avait retrouvé une santé éclatante les 6 premiers mois de l'année. Mais l'élan fut coupé net par l'attaque israélienne. Byblos est le Saint-Tropez du Liban. Les étrangers ont fui comme ils ont pu. La marée noire a dégoûté les derniers touristes libanais. Adel gère 50 employés, 3 restaurants, un hôtel de 40 chambres. Il affichait complet pour 3 mois. Aujourd'hui, une seule chambre est occupée. On a passé 20 ans de guerre et puis on a eu la reconstruction du Liban depuis 10 ans et maintenant c'est la destruction totale de l'infrastructure. Alors les gens sont dégoûtés. Les 1 600 000 touristes attendus ne viendront pas dépenser les 2 milliards de dollars espérés. Il faut ajouter encore 2 autres milliards pour les infrastructures détruites. Une estimation qui ne couvre que les 2 premières semaines de conflit. Mais comme toujours au Liban, les bombes ne tuent jamais tout à fait l'espoir. Quelques entreprises s'installent à la montagne. Elles quittent le centre-ville de Beyrouth. Stéphanie, informaticienne, regarde désormais la ville de loin.
On n'est pas très loin, mais pour le moment, on espère que ces régions vont être épargnées. Je ne sais pas, j'ai aucune idée, mais déjà, psychologiquement, on se sent plus en sécurité. Sa société a fui Beyrouth avec ses 60 employés. Les conversations ne tournent qu'autour des derniers amis ou de la famille restés en ville. Ça va, en bas ils sont plus là, ils sont plus là. On peut pas rester, on entend tout, et donc c'est pas la peine. Ils sont tous à la montagne. Mais l'improvisation économique a ses limites. Depuis 3 semaines, aucun navire de carburant n'a pu accoster. Les stations-service rationnent les automobilistes à 10 litres d'essence, maximum. Le fioul vient lui aussi à manquer. Et sans fioul, il n'y aura bientôt plus d'électricité. C'est alors toute l'économie libanaise qui s'arrêtera de vivre. Aujourd'hui, les autorités libanaises ont revu à la baisse le bilan des victimes du bombardement israélien de Cana. 28 personnes seraient décédées, dont 16 enfants, contrairement aux premiers chiffres annoncés. La France estime que la situation humanitaire dans le pays est de plus en plus inquiétante, voire désastreuse. Xavier Bertrand, le ministre de la Santé, a fait une visite éclair aujourd'hui à Beyrouth pour remettre plus de 4 tonnes de matériel et de médicaments destinés à la population. La France qui annonce le départ le 11 août prochain d'un navire chargé d'aide. Un appel aux dons est lancé. Pour toute information, vous pouvez composer le 0800 22 22 22. En France, bilan en demi-teinte pour le contrat nouvelle embauche. Le CNE est largement utilisé par les petites entreprises avec 550 000 contrats déjà signés, mais seuls 10% sont de réelles créations d'emplois. Voyez ce reportage de Yves Ginca et Jean-François Monnier. Responsable logistique, Julien, embauché en CNE. Cette agence de communication vient de doubler son effectif. Responsable administratif et financier, également embauché en CNE en mai dernier. 4 salariés recrutés au cours des derniers mois, tous en contrat nouvelle embauche. Ils sont donc à l'essai pendant 2 ans, une précarité qui ne les gêne apparemment pas plus que ça. Je pense que j'aurais fait mes preuves en 2 ans et donc il n'y a pas de raison que mon contrat ne se transforme pas en CDI si l'entreprise marche bien. Si moi je me plais plus ici, je peux aussi partir facilement sans respecter des longs délais. Pour le patron, CNE ou pas, ça ne change rien. Avec le développement de l'activité, il aurait recruté de toute manière, mais en contrat à durée déterminée et sur du très court terme. On aurait fait plus attention à la durée du contrat de travail qui aurait été offert. Et puis on aurait vu à la fin du contrat à durée déterminée, puisque ça aurait été un contrat à durée déterminée, le renouvellement éventuel. Un exemple qui reflète la situation générale. En 1 an, 550 000 CNE ont été signés, mais seul un CNE sur 10 correspondrait à une réelle création de postes. Les 9 autres auraient de toute façon trouvé du travail. En tout, le CNE aurait créé 50 000 emplois. C'est pas énorme, mais c'est quelque chose de formidable après 3 années de vache maigre, puisqu'il n'y avait plus d'embauche, même dans les petites entreprises. Depuis quelques mois, le nombre de CNE signés est en baisse. Il faut dire que des salariés contestent devant les prud'hommes la rupture de leur contrat. À noter que le gouvernement envisage une hausse des tarifs d'EDF de 1,7% à compter du 15 août prochain. Cette année, au moins 450 000 contribuables devraient payer l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, une hausse de 20% par rapport à l'an passé, un phénomène qui s'explique notamment par la flambée de l'immobilier. Bruno Timsit, Vincent Kellner. Yachts, voitures de luxe, leurs heureux propriétaires ne sont plus les seuls à payer l'impôt de solidarité sur la fortune. Avec le boom de l'immobilier, des personnes aux revenus modestes ont vu flamber la valeur de leur maison. En 2006, au moins 450 000 personnes paieront l'ISF, plus 20% par rapport à l'an dernier. Les ménages voient leurs biens immobiliers taxés à des valeurs de plus en plus importantes, alors qu'ils ne les vendent pas, donc ils sont taxés sur des plus-values virtuelles, et en particulier leur résidence principale. Habitation, voitures ou bijoux, ce sont les richesses visibles qui sont comptabilisées. Pour la première tranche, à partir de 750 000 € de patrimoine, vous payez à hauteur de 0,55% sur tout ce qui dépasse cette somme. Exemple, pour 780 000 € de patrimoine, l'ISF se calcule sur 30 000 €. Résultat, 165 € à régler. Pour les patrimoines les plus importants, le taux d'imposition est de 1,80%. Au total, l'ISF rapportera à l'État 3,6 milliards d'euros. C'est plus que prévu. Le ministre de l'économie s'est engagé à affecter les surplus au remboursement de la dette.
Bon cru pour les exportations de vin français. Les ventes à l'étranger ont progressé de 40% en valeur. Bien sûr, ce bon chiffre est à modérer. Tous les viticulteurs n'ont pas les moyens commerciaux et financiers pour exporter. Mais globalement, la profession retrouve des couleurs face aux concurrents du Nouveau Monde, l'Australie, les États-Unis ou le Chili. David Bazier, Philippe Dumail. Et vous voyez, il y a 3000 barriques à peu près dans ce chai. Uniquement du Bordeaux, bien évidemment. Deux gigantesques caves du 19e siècle qui vivent au rythme du marché mondial. Fondée en 1818, la maison de négoce Calvé exporte du Bordeaux sur plus de 100 marchés. Son président entend rester prudent, même si les 40% de hausse de la valeur des exportations de vins français constituent une embellie après 3 ans de crise. Il y a eu un réveil dans le sens où je crois que les vins français, et le Bordeaux en particulier, ont pris conscience qu'il y avait une concurrence. Ils n'étaient plus les seuls au monde. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas limité à quelques marchés. Les progressions sont générales dans le monde. Il ne faut pas oublier que la consommation du vin dans le monde augmente. Donc il n'y a aucune raison que les Bordeaux ne prennent pas part à cette augmentation. Ramenés sur une année, les bons chiffres français ne sont plus que de 20% en valeur et 6% en volume. Certains en bénéficient. Dominique Averland a fait des efforts de commercialisation. Il est en ligne avec son importateur à Washington. Un verre de vin aux États-Unis dans un restaurant se vend entre $6 le verre et $12 le verre. Au mois de mai, je suis parti pour la première fois aux États-Unis. C'est du porte-à-porte. On va chez le caviste, chez le restaurateur. On vient avec ses bouteilles, on les fait déguster sur place et je dirais que souvent, quasiment pour ma part en tout cas 2 fois sur 3, on repart avec une petite commande et donc on a fait un client. Mais la plupart des petits viticulteurs, eux, ne sont pas sortis de la crise. Nous, c'est tout à fait le contraire puisqu'on a une baisse de revenus de 30 à 40%. Il y a certainement quelques personnes qui ont su tirer les marrons du feu, en l'occurrence certainement le négoce et les grosses propriétés qui peuvent travailler à l'exportation contrairement aux petites. Reste une bonne nouvelle pour tous, la vendange s'annonce encore fameuse cette année. L'étang de Thau littéralement asphyxié après la canicule du mois de juillet. Une eau à 30 degrés et une baisse du taux d'oxygène ont décimé 60% des huîtres et la totalité des moules du bassin. 4000 personnes vivent de façon directe ou indirecte de cette activité. Christelle Marty, Guillaume Fautra. Cette année, les ostréiculteurs de l'étang de Thau n'ont pas vraiment le cœur à la fête. À quelques mois des ventes, c'est presque toute leur production qui part à la poubelle. Un an de travail. 12 mois de travail. C'est extrêmement douloureux. Beaucoup d'énervement, beaucoup de stress et à la fin, c'est mort. Toute une année de travail anéantie à cause d'une algue. Sous l'effet de la chaleur, elle a proliféré et épuisé l'oxygène de l'eau de l'étang. Les coquillages sont morts, asphyxiés. Ici, c'est le mal du pays, la malaïgue. Philippe Hortin, ostréiculteur du bassin, est une des victimes de la malaïgue. Chaque jour, la mort dans l'âme, il vient constater l'ampleur des dégâts. Elles sont vides? Oui, bien sûr. Tout est perdu là? Tout est perdu, vous voyez. C'est quasiment 100% de la récolte qui est perdue pour l'année 2006 et 2007. Sur l'ensemble de l'étang, 80% de la production a été perdue. 10 000 tonnes d'huîtres et de moules. C'est l'avenir de l'activité économique du bassin qui semble menacé, même si ici, on reste optimiste. La vie reprend, donc le coquillage va revenir, c'est ainsi. L'étang, naturellement, se renouvelle aussi à travers la malaïgue. Malheureusement, il y a des gens qui y travaillent et aujourd'hui, à l'instant T, c'est catastrophique. Les 800 producteurs de l'étang attendent maintenant d'être considérés comme victimes de calamités agricoles pour être indemnisés comme après la canicule de 2003. Depuis le début de l'été, les contrôles inopinés de l'URSSAF et des services sanitaires ont repris. Les inspecteurs vérifient notamment l'hygiène dans les restaurants et les établissements touristiques. Dans les Alpes-Maritimes, par exemple, depuis début juillet, 10 commerces ont déjà fermé leurs portes pour se mettre en conformité. Nathalie Jourdan, Nils Brunelli. Une belle plage privée sur un bout de Méditerranée. Ces promeneurs ne font pas que fouler le sable, ils sont là pour veiller au respect de la loi. Situé sur le domaine public maritime, l'établissement est soumis à des obligations très strictes. C'est une délégation de service public. On ne peut pas s'étendre au-delà du titre domanial qui est donné. Le libre passage devant la plage est respecté. D'autres fonctionnaires prennent le relais, ce sont les inspecteurs de l'URSSAF. Combien vous devez toucher par mois?
Tout le personnel est interrogé. Objectif, lutter contre le travail dissimulé, en clair, le travail au noir. Là encore, tout est en règle. C'est loin d'être une généralité. Les professionnels n'ignorent pas la réglementation. Toutefois, ils sont assez peu contrôlés. Donc nous faisons des opérations ponctuelles afin de leur rappeler que nous sommes là et que nous veillons à ce que les règlements et les lois soient appliqués. Parce que là, les moisissures sont quand même pas, ça correspond pas à du jambon cru, ça. C'est souvent en cuisine que les choses se gâtent. Produits avariés, date de péremption dépassée, absence d'étiquette, donc de traçabilité. Au total, 35 kilos de denrées sont jugées impropres à la consommation. Direction poubelle, plus javel. En fait, c'est toute l'installation qui a besoin d'un bon coup de chiffon. Je préfère fermer 48 heures tout de suite plutôt que d'aller plus loin. Je dois satisfaire, de toute façon, on doit satisfaire les normes d'hygiène. Si ce n'était pas le cas, parce que c'est une plage, la cuisine est assez difficile et pas bien organisée, on va donc la réorganiser très vite pour ouvrir très vite. 48 heures pour se mettre aux normes, un sursis. Passé ce délai, les services de l'État se chargeront de fermer l'établissement. Une fin de saison prématurée. Samedi, on devrait connaître le résultat de la contre-analyse du contrôle antidopage de Floyd Landis. L'Américain vainqueur du Tour de France a fait l'objet d'un contrôle positif à la testostérone. L'occasion pour nous de faire un point sur les nouvelles méthodes de dopage. Les produits ont finalement peu évolué. Ce qui a changé, c'est la façon de les administrer pour échapper au contrôle. Benoît Bringer, Jean-François Chevet. Floyd Landis, dernier vainqueur du Tour de France. Contrôlé positif à la testostérone. Justin Gatlin, champion olympique et champion du monde du 100 mètres d'athlétisme, contrôlé positif à la testostérone. Ces deux cas, s'ils se confirment, démontreraient une nouvelle fois que dans le dopage, les vieux produits font toujours recette. La testostérone, un anabolisant qui permet de mieux récupérer et d'accroître la puissance musculaire, était déjà utilisé par le Canadien Ben Johnson au début des années 90. Autrefois prise en injection, elle ferait aujourd'hui son retour avec de nouvelles formes d'administration plus simples, comme le gel et le patch. Ces patchs permettent d'assurer une diffusion lente et modérée du produit, et c'est un avantage pour les sportifs parce qu'ils peuvent passer en dessous du seuil de testostérone qui est décelé lors des contrôles antidopage. Les produits phares du dopage sont donc toujours les mêmes. La testostérone, mais aussi les hormones de croissance et bien sûr l'érythropoïétine, plus connu sous ses initiales, EPO. Ce produit permet d'accroître les performances de 30%. Selon les spécialistes, on n'aurait jamais rien trouvé de mieux. Il est relativement difficile à détecter dans les analyses antidopage, dès lors qu'il est pris correctement, entendant par correctement arrêter plusieurs jours avant un hypothétique prélèvement antidopage. L'EPO, selon le journal L'Équipe, aurait été utilisé par Lance Armstrong lors de sa première victoire dans le Tour, sans que l'Américain ne soit inquiété. Adapter les dosages, créer de nouveaux mélanges de produits afin de déjouer des contrôles de plus en plus performants, c'est dans ce domaine que les évolutions seraient les plus importantes. Il est clair que les sportifs qui ont l'intention de tricher savent tricher sans être contrôlés positifs. Pour preuve, de toute façon, Armstrong a gagné cette Tour de France, il n'a jamais été contrôlé positif. Les coureurs Jan Ullrich et Ivan Basso ont été exclus du dernier tour à la veille du départ. La justice espagnole les suspecte de faire partie des bénéficiaires des produits dopants découverts à Madrid en mai dernier. Parmi ces produits, des poches de sang congelées pour de probables autotransfusions. Un mode de dopage indétectable, sauf par les enquêtes policières. Des conditions météo plutôt mitigées pour le lancement ce soir de la 16e nuit des étoiles qui se déroule jusqu'à samedi. Cette année, les astronomes veulent attirer l'attention sur la pollution lumineuse nocturne. Il faut quitter les grandes villes pour apprécier pleinement le spectacle du ciel. Nicolas Châteauneuf, Jacques Gérard. Tourne. Ouais, très bien. Un dernier coup de vis avant d'ouvrir grand les yeux. Super. Au Cap Ornu en Picardie, Patrick Ampteux a planté son télescope pour observer les étoiles et faire partager sa passion de l'astronomie. Tout le long de son chemin dans le ciel, eh ben, il y avait des taches de lait. Pour observer les cratères de la Lune ou les étoiles filantes des Perséides, il faudra savoir naviguer entre les nuages, ce qui sera un peu moins facile cette nuit dans le nord-est de la France. Ceux qui ont de la chance pourront alors s'amuser à repérer l'étoile polaire, les constellations de la Petite Ourse ou de Pégase, les planètes Uranus, Neptune, Pluton et Jupiter qui éclairent doucement nos nuits d'été.
Mais encore faut-il que les lumières des villes ne se fassent pas trop envahissantes. Car en France comme ailleurs, comme on le voit ici en bleu foncé sur cette carte, les lieux qui bénéficient d'une nuit vraiment noire, sans les halos lumineux des agglomérations, deviennent de plus en plus rares. Dans les grandes villes, eh bien, vous comptez quelques dizaines d'étoiles au maximum, une quarantaine à peu près. Si vous sortez des grandes villes, des agglomérations, vous voyez entre 2000 et 4000 étoiles. Donc l'idée, c'est d'essayer de garder ce ciel. Couvrir les lampadaires pour éviter d'éclairer le ciel, limiter les éclairages inutiles, un effort minime pour pouvoir profiter du spectacle incroyable qui a lieu au-dessus de nos têtes et de la splendeur de notre galaxie, la Voie lactée. C'est une tradition depuis 1932. Chaque année, au début du mois d'août, les fêtes de Bayonne enflamment les rues de la cité basque. Entre carnaval, feria et festival folklorique, plus de 200 000 personnes ont déjà commencé à vibrer aux couleurs rouge et blanc. Frédéric Montel, Frédéric Bonne. Faire tourner une vache landaise en bourrique, plutôt risqué. Même avec des boules en cuir au bout des cornes, une vache de 300 kg reste dangereuse. Cet après-midi, les secours dénombraient 34 blessés et 2 évacués. Heureusement pour les enfants, il existe un modèle en carton-pâte, une vingtaine de kilos monté sur roue de bicyclette. Un taureau synthétique et pourtant, il fait peur. Faut courir pour éviter le taureau, sinon... Qu'est-ce qui se passe sinon? Sinon on se fait coup de Il y en a un derrière toi là! Apprenti torero, joueur de pelote, le basque est aussi un excellent danseur. D'accord, ce n'est pas très rock'n'roll, mais une fois le premier pas franchi, toutes les générations adorent. On aime ça, on aime chanter, on aime danser au Pays Basque, oui, c'est naturel. C'est dans la nature du Basque. On est dans le même collège et on dit c'est pour les filles, ça donne pas envie, vous êtes des chochottes. Et puis quand on danse, ils nous voient et c'est parti, on peut pas reculer et on danse et puis ça passe. Et voilà. L'art délicat de la danse. Les Basques l'exerceront jusqu'à dimanche dans ces peñas, ces petits bars associatifs. C'est une ambiance qu'on ne peut pas expliquer. On a tous envie de s'amuser, il fait chaud et ça prend très bien, quoi. Apprendre à faire la fête, une véritable institution. Danser avec style, ça se mérite. Depuis 24 ans, la ville de Périgueux accueille le festival Mimos, rendez-vous international du mime. Cette année, c'est l'Allemagne qui ouvre les festivités. Pas de barrage de la langue car le spectacle de rue est un moyen de communication universel. Marie-Hélène Bonneau, Mathieu Birdel. Qu'est-ce que vous faites là? Mais non, pas l'autre d'abord. Drôle de costume à enfiler pour les Homo Cathodicus, c'est le titre du spectacle. Ils ne cachent rien au public quand ils entrent dans l'écran. Les hommes qui vous parlent dans la télé ont tout prévu, tout enregistré. Acteurs, public et images se manipulent mutuellement. Il y a beaucoup de monde qui doit arriver. C'est bien. C'est bien. C'est surprenant, hein. On a l'impression de leur parler et finalement on ne parle pas. Et c'est clair que c'est la télévision, quoi. Illusion toujours, évoquer les gestes ou les sentiments. Pourtant, le mime n'est pas toujours muet. C'est d'abord un spectacle où l'expression corporelle est prépondérante. Cette année, une cinquantaine de troupes françaises et étrangères ont envahi les rues et les places de Périgueux. Elles n'ont pas besoin de grandes machineries. Madame est scénographe et j'ai fait la direction artistique. Une compagnie complète. À peine plus de moyens pour ces deux danseurs allemands. Une boîte de 2 mètres carrés leur suffit pour revisiter le mythe de Pandore. Et puis quand la nuit tombe, on joue avec le feu. Place au spectacle le plus déjanté du festival. Burlesque explosif et pyrotechnie enflammée. Du feu encore avec l'embrasement de la cathédrale, histoire de finir la soirée sur une note plus grandiose, le requiem de Fauré.
Elle était considérée comme l'une des plus grandes sopranos de sa génération. La cantatrice Elisabeth Schwarzkopf est décédée à l'âge de 90 ans. Vous la voyez sur ces images diriger une masterclass, c'était il y a 25 ans. Sa carrière a commencé à Berlin en 1938 avant de s'installer à Vienne. Elle avait travaillé avec les plus grands. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet, suivi du point route avec Julien Pascal. 20h50, Dancing Show présenté par Anthony Cavana. Et puis je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 23h10 pour une immersion totale sur l'autoroute des vacances. Très bonne soirée à tous, à lundi.